passe sur Kagawa. Alors, de nouveaux buteurs est toujours en négociation avec Dortmund pour prolonger. Mathias, penses-tu que le joueur doit rester 1 ou 2 années supplémentaires du côté de l'Allemagne? Bah écoute Nabil, moi je pense que ça serait pas mal pour lui, hein. Ça serait une suite logique d'ailleurs, puisque bon il a bien débuté en Bundesliga. Bon bien sûr il y a eu cette histoire de blessure qui l'a un peu freiné dans sa progression, mais bon il est bien revenu, il s'est bien acclimaté au championnat allemand, comme d'ailleurs la plupart des Japonais, hein. Et je pense que il pourrait avoir une suite de carrière assez profitable avec Dortmund. Maintenant la question c'est bien sûr est-ce qu'il pourrait signer dans un club plus huppé. Bon, là, c'est à la discrétion du joueur et peut-être à celle aussi du club allemand, hein, c'est à eux de voir. Mais en tout cas, une progression, ça sera une bonne chose pour lui, à mon avis. Mercredi dernier, ou je ne sais plus si c'était mardi, en tout cas France Football a consacré une double page aux Japonais évolués en Allemagne. Alors juste pour résumer rapidement la situation, l'article était quand même assez bien construit dans son ensemble, avec une déclaration aussi de Makoto Hasebe. Et donc on retenait de cet article que les joueurs japonais s'acclimataient parfaitement bien en Allemagne en raison justement de la mentalité aussi, de la rigueur allemande. Est-ce que Manu, tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, sans doute. Après, c'est clair que déjà il y a des précédents quand on voit pas mal de joueurs japonais qui réussissent à faire leurs preuves en Allemagne, et quand on regarde Morimoto qui peine pour s'imposer dans des clubs de seconde zone en Italie, oui, il y a sûrement un rapport, c'est très clair. Allez, oui Mathias, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, c'est bien sûr les joueurs japonais s'acclimatent bien en Bundesliga. Bon après il y a toujours des contre-exemples, hein. On peut en prendre un, c'est bien sûr Kisho Yano, Fribourg. Bon, ça n'a pas été un franc succès. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Le joueur s'est parfaitement bien acclimaté en Allemagne. Il a accueilli, il a participé à l'accueil de son équipe. Enfin, il a fait des activités extrasportives. Il s'est fait battre d'amis. Donc, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler sur Yano. Je vois pas. Non, il y a d'autres. Il y a peut-être aussi Naoya Kikuchi, mais qui était dans les divisions inférieures. Bon, c'est pas non plus des exemples à suivre pour les en Japonais, tout cas, par rapport au taux de réussite global, en tout cas, je veux dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de joueurs qui ont réussi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui en Allemagne, qu'il y en a qui ont réussi en Italie, hein, en tout cas. Ouais, c'est une certitude. Ouais. Allez, on va retourner au Japon, donc, où se jouait la seconde journée de J-League. Je vous rappelle que tous les résultats sont disponibles sur le site internet en page d'accueil. Mais avant d'attaquer les matchs de la première division, je crois que tu avais un mot à nous dire, Manu, sur la J2. Oui, tout à fait. Non, mais c'est un championnat qui est sympa cette saison en fait, parce que bon, moi je me suis planté sur toute la ligne, hein, comme d'habitude. En tout cas, en ce qui concerne le début de saison, je m'attendais à voir les Tokyo Verdy, Tokushima Vortis, le Montedio Yamagata qui avait changé d'entraîneur, et puis surtout Kyoto tout en haut. Et puis on se retrouve avec Shonan et Mito. C'est un peu la grosse surprise. Un petit mot sur Shonan, je les attendais pas aussi haut, hein, les voir mener le championnat après 3 journées, c'est assez surprenant. Ils n'ont pas fait un mercato terrifiant, mais ils ont un jeune joueur à suivre, hein, de très très près, un défenseur, Wataru Endo. Moi j'aime beaucoup, et je vous conseille de garder un œil sur ce jeune-là. Et puis un dernier mot pour dire que, à mon avis, Kyoto, ça va taper et faire très très mal cette saison. Parce que quand vous avez Yuya Kubo en pointe qui s'est offert une poignée de barres transversales dans les premières journées, bon, il a largement les moyens de terminer avec une 20aine de buts en deuxième division cette saison. Donc je vois Kyoto très très fort, et notez-le, on retrouvera Kyoto en première division l'année prochaine. Alors c'est noté, et on suivra donc de très près alors les jeunes que tu as cités. Donc Wataru Endo, 19 ans, qui évolue à Shonan Bellmare, et Yuya Kubo du Kyoto, qui lui était d'ailleurs récemment sur les tablettes apparemment du Borussia Dortmund. Alors on va passer à la première division. Donc je vais commencer avec toi Manu. On commence avec la victoire de Kawasaki Frontale sur le terrain de Kashima, 1-0. Kashima, ça fait partie de ces équipes qui vont de toute façon devoir mettre un certain temps avant de se roder, hein. Il y a déjà une transition générationnelle, parce que bon, Ogasawara, bientôt falloir emmener un fauteuil roulant sur le terrain. Donc non, c'est un peu compliqué pour Kashima, parce qu'en plus ils ont un nouvel entraîneur qui a pas l'air de toujours connaître la position des joueurs sur le terrain. Là, ils tombent sur une équipe de Kawasaki.
Moi, la seule surprise que j'ai sur cette équipe, c'est de ne pas avoir Kobayashi, l'un ou le meilleur buteur du club de la saison dernière sur le terrain. Mais Kawasaki, c'est une équipe qui a connu d'une saison difficile avec un nouveau manager l'année dernière, mais qui je pense devrait réussir à faire quelque chose d'un peu mieux cette saison. Ils se sont habitués. En tout cas, un peu inquiet pour Kashima, quoi qu'il en soit. Alors, je vais me tourner vers le supporter d'Urawa, c'est-à-dire Mathias. Donc, tu dois être content. Urawa s'est imposé 1-0 face au champion Kashiwa. Oui, absolument. J'ai vu le match. Alors, au début, j'ai été très surpris par la composition qui a été rendue par Petrovic. C'était un 3-6-1 et avec notamment titularisation de Keisuke Tsuboi. Bon, Tsuboi qui a été plus ou moins placardisé. Tsuboi, le vétéran, il a joué. Tsuboi, absolument, il était titulaire. Et Tsuboi avec aux côtés de Nagata et de Makino. Et la défense, excuse-moi, je me permets quand même, la défense ne fait pas forcément rêver, en tout cas quand j'entends absolument, à côté de Nagata et Makino. Enfin bref, je te laisse continuer, juste une petite parenthèse. Bon voilà, donc ça c'était une première surprise. La deuxième, c'était de voir Despotovic titulaire en attaque. Oh là là, oui. Place de Tatsuya Tanaka ou même de Popo qui étaient tous les deux sur le banc, quoi. Donc c'était très très étonnant. Moi je m'attendais au pire, à vrai dire, et au final Urawa a bien maîtrisé le match et a bien contenu notamment les offensives de Kashiwa, qui est quand même une équipe sacrément dangereuse dans tous les secteurs offensifs. Bon, il y a bien sûr Sakai, mais il y a pas que lui. Il y a surtout Jorge Wagner, Ricardo Lobo, Junya Tanaka en attaque. Bon. C'est pas non plus des poids plumes, et finalement c'est Urawa qui s'est imposé, notamment grâce à un très bon Yuki Abe qui a contenu les offensives de Leandro Dominguez, qui l'a quasiment annihilé au cours du match, et surtout bien sûr la défense de Nobori Okato, qui a été le gardien héroïque d'Urawa durant toute la partie, qui a sorti des arrêts incroyables encore. Qui s'impose vraiment en tant que gardien titulaire dans cette équipe. Et au final, Urawa s'est imposé grâce à un but de renard de Despotovic, son premier en championnat depuis son arrivée la saison dernière, qui est intervenu à la suite d'une action, d'une sorte de passe en profondeur que Kashiwagi a laissé passer, et qui a été au final reprise par Despotovic, qui a pris le meilleur sur son vis-à-vis. Je crois que c'était d'ailleurs Jorge Wagner, et qui a marqué ce but plein de malice quelque part. Donc c'était une belle performance de la part des Reds, et qui ont su garder le résultat jusqu'à la fin du match. Donc voilà, c'est une super victoire qui lance la saison des Reds. Et qui se rattrape bien du coup de leur première journée alors du coup. Et Nabil, si tu permets là en 10 secondes, moi il y a un truc que j'aurais bien aimé dire sur Urawa, c'est que ça fait finalement plaisir d'avoir un coach comme Petrovic, parce que le gars a certes est un homme assez atypique, mais je pense qu'on a pour une fois un entraîneur qui a vraiment un gros caractère du côté d'Urawa, et qui va pas laisser le board prendre les décisions pour l'entraîneur en fait. C'est ce que je trouve intéressant dans la nomination de Petrovic. Je pense c'est un gars qui est têtu comme une mule et qui, à mon avis, devrait vraiment essayer d'imposer quelque chose du côté des Reds. Et c'est ce qui sera intéressant. Ce sera peut-être pas la victime idéale et la cible de moquerie pour une fois cette saison, cette équipe d'Urawa. Donc à suivre donc de très près. Alors je vais juste par contre vous demander un mot rapide sur la victoire de Sendai sur le terrain de Yokohama. Je crois que Manu, tu avais quelque chose à dire sur Yokohama. Ah ouais, mais Yokohama, moi, je suis un peu, si tu regardes Nabil, le champion du pronostic sur 2 journées, parce que bon, après c'est moins bien. Mais Yokohama, moi, ça me paraît vraiment être l'équipe qui va nous remplacer Urawa en tant que monument en péril du football japonais, parce que vraiment Vegalta est une équipe difficile à jouer, mais j'ai trouvé la performance de Yokohama particulièrement inconsistante, très peu d'imagination. C'était assez terrible, et pourtant Vegalta a trouvé le moyen d'acheter encore un Brésilien qui marque pas là, dénommé Wilson. Je crois qu'il est moins bon que mon cousin, mais en tout cas oui, très inquiet pour Yokohama cette saison. La performance était catastrophique, et il va falloir très très vite se ressaisir, parce que pourtant il y a de la qualité dans l'effectif.
Alors, avant de conclure la page G-League, on va juste revenir quand même rapidement sur le derby remporté par le Cerezo Osaka 2-1